puis on aura la session habituelle que vous connaissez bien d'actualité thérapeutique par le professeur de 16, et on sait que pour vous, cette rubrique est très importante. Et enfin, on terminera, comme chaque webinaire et comme chaque réunion patient, par une session de questions-réponses. Donc, vous pouvez, durant tout le webinaire, poser vos questions en utilisant le chat qui se trouve en bas. Nous, on recueille les questions, on y répondra tout à la fin, donc vers 19h50. Donc, les questions que vous pouvez poser peuvent être en rapport, bien sûr, avec les thématiques traitées. Elles peuvent être moins en rapport, on y répondra aussi quand même. Voilà. Je voudrais absolument remercier Marine Andrès, qui est patiente experte et qui nous accompagne depuis toutes ces années dans la mise en œuvre très concrète de ce webinaire. Marine est présente pour les webinaires, pour les KWSEP, c'est elle qui les a développés en Alsace. Et si vous ne connaissez pas les KWSEP, je vous invite à aller sur le site d'Alsacep pour découvrir ces réunions de patients durant lesquelles vous pouvez discuter très librement. Et puis Marine nous accompagne aussi dans l'éducation thérapeutique. Et là aussi, je vous invite à aller sur le site si vous ne savez pas ce que c'est. On vous en parlera un petit peu. Je voudrais également remercier les partenaires qui nous permettent d'organiser ces réunions, et en particulier l'industrie pharmaceutique, dont vous avez les logos en bas de l'affiche, et l'ARS, sans laquelle Alsacep n'existerait pas comme il existe actuellement, puisque c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui finance les postes des différents membres de l'équipe coordinatrice. Assez de blabla. On va vous parler avec Madame de 16 de CEP et vie quotidienne. Alors, pour construire ce programme et ces diaporamas, ces interventions, on s'est basé sur tout ce que vous avez pu nous dire, nous faire remonter. Et on a choisi pour CEP et vie quotidienne une vingtaine de thématiques qui vous concernent et pour lesquelles on souhaiterait vous apporter des solutions. Dans les présentations qu'on peut vous faire, on a d'une part des présentations très académiques, très scientifiques, mais on a aussi des choses très concrètes, et c'est vraiment le rôle d'Alsacep. Alsacep a été fondé en 2007, donc il y a maintenant 17 ans, pour vous accompagner au quotidien avec votre maladie et essayer de vous apporter des solutions à toutes les questions que vous nous posez. Donc Madame de 16, qui est infirmière coordinatrice du réseau depuis 2007, vous côtoie, enfin on va côtoyer en tout cas un grand nombre d'entre vous quotidiennement, connaît vos problématiques et sait aussi comment vous accompagner. Et donc, on a construit tout l'accompagnement d'Alsacep en fonction de vos difficultés. Donc l'idée, c'est vraiment, avec ce diaporama, de voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans les conséquences de la CEP dans votre vie quotidienne. Donc l'idée, c'est qu'on peut vous aider. Donc vous avez une question, vous avez un problème, on va vous dire à qui vous pouvez en parler, parce qu'on ne parle pas de tout et de n'importe quoi à n'importe qui. Et surtout, on va vous apporter des ressources pour essayer de répondre à ces problèmes ou à cette question. Alors, les problèmes que vous pouvez rencontrer sont très nombreux. La fatigue, les problèmes de mémoire, les problèmes urinaires, les problèmes d'alimentation, les problèmes de stress, d'anxiété, de dépression. Alors, vous n'êtes pas tous concernés par toutes ces problématiques, évidemment. L'idée, c'était que chacun puisse se saisir de ce qui l'intéresse pour pouvoir trouver des solutions. Tous, vous n'avez pas des difficultés professionnelles, mais ça peut être le cas. Vous pouvez avoir des questions concernant les voyages, vous pouvez avoir des questions concernant votre vie affective et votre vie sexuelle, des questions concernant le tabac, concernant les prêts, les banques et les assurances. Et on sait comme c'est compliqué quand on a une maladie chronique. Vous pouvez vous poser des questions, et j'espère que vous vous posez des questions sur l'activité physique et sportive, sur les vaccins, sur le sommeil qui n'est pas toujours très bon. Vous nous dites que vous avez des raideurs, des crampes. Comment est-ce qu'on peut vous aider pour ça? Comment faire pour éventuellement perdre du poids? Vous avez des douleurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Concrètement, comment on peut vous aider? Et gagner au loto, on ne sait jamais. Voilà, et toute autre question. Donc, la présentation va être faite toujours sur le même plan. Vous aurez en haut à gauche la question ou le problème, en dessous, en vert, à qui en parler, et à droite, quelles ressources vous pouvez utiliser pour résoudre ce problème ou cette question. Sachez que le webinaire sera mis en ligne, peut-être pas demain, mais dans les jours qui viennent, et que vous pourrez vous y reporter si jamais vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes ou si ça a été trop vite.
Euh, Alors, la question qui tombe souvent entre la sclérose, est-ce qu'il y a-t-il un lien? Est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau de l'alimentation? Je crois que par rapport à la surcharge pondérale, docteur, il y a des liens avec des preuves scientifiques pour la sclérose en plaques. C'est intéressant d'avoir l'avis. Oui, alors il a été démontré qu'une surcharge pondérale dans l'adolescence pouvait favoriser la survenue d'une maladie un peu plus sévère. Mais l'important, c'est surtout que quand on n'est pas en surcharge pondérale, c'est plus simple quand on a une maladie chronique et qu'on a parfois des difficultés d'équilibre en particulier. Alors, je dirais que si on est en surcharge pondérale, l'essentiel, c'est de se faire accompagner par des professionnels type médecin nutritionniste, diététicienne, pour pas se lancer dans des régimes qui pourraient provoquer des carences et qui, en fin de compte, vous fatigueraient plus et ne seraient pas bénéfiques pour vous. Il y a souvent la question qui est, est-ce que je dois modifier mon régime alimentaire lorsque j'ai une sclérose en plaques? Sur les preuves scientifiques, on n'a aucune preuve de l'efficacité de tel ou tel régime et c'est vrai qu'on peut lire un tas de choses, entre autres sur les réseaux sociaux. Et là, vraiment, la réponse est formelle. Nous n'avons pas de preuves. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Vous pouvez manger comme vous le souhaitez. Il n'y a pas à modifier votre alimentation parce que c'est avec des risques, comme je disais, de carences vitaminiques, minéraux. Et puis surtout, c'est désocialisant de s'empêcher de pouvoir manger lorsque c'est tellement important en groupe. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de manger équilibré, de la manière qui vous convienne. Et ce qui est recommandé par nos diététiciennes qui travaillent en neurologie, ça va être le régime crétois, qui en fin de compte est un régime qui est extrêmement équilibré et qui peut être donc suivi comme tout à chacun. Une des choses qui est importante à rajouter, qu'on ne trouvera pas forcément dans l'alimentation, c'est la vitamine D. C'est important, c'est la seule vitamine. Si vous mangez équilibré, normalement, vous avez suffisamment de vitamines et minéraux pour pouvoir avoir pas de problème de carence ni de difficulté. Par contre, avec la sclérose en plaques, on sait qu'il est bon d'avoir un bon taux de vitamine D. Donc, la seule chose que je vous conseillerais, parce qu'on ne peut pas le trouver suffisamment dans l'alimentation, c'est de demander une prescription à votre neurologue ou à votre médecin traitant pour qu'il vous donne des ampoules à prendre de façon mensuelle, ou alors vous pouvez trouver en parapharmacie des gouttes à prendre de façon journalière. Voilà. Donc concrètement, si vous avez des questions concernant l'alimentation, si vous souhaitez soit avoir un meilleur équilibre alimentaire ou perdre du poids, les interlocuteurs privilégiés, c'est évidemment les infirmières du réseau, j'ai mis au singulier, mais il y en a plusieurs, votre neurologue, mais aussi votre médecin généraliste. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer par le neurologue, vous pouvez passer directement par le médecin généraliste et aussi par les médecins rééducateurs si vous êtes pris en charge en rééducation et que finalement, il y a des diététiciennes, des médecins généralistes et beaucoup de brochures d'information, en particulier celles faites par le réseau, qui peuvent vous accompagner dans l'adaptation de votre régime ou de votre alimentation. Alors, le sommeil. Vous êtes nombreux à nous dire que vous avez des problèmes de sommeil. La CEP n'est pas à elle seule responsable des problèmes de sommeil. La CEP est responsable de fatigue, mais pas de troubles de sommeil. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir en parler, de savoir à qui en parler. Donc là aussi, l'infirmière est en première ligne pour pouvoir répondre à vos questions, mais vous pouvez évidemment en parler à votre médecin généraliste qui saura vers qui vous orienter. Les problèmes de sommeil touchent plus d'une personne sur 3 dans la population générale, et donc le médecin généraliste y est naturellement confronté, et d'en parler avec lui permettra aussi un petit peu de faire la part des choses. Si jamais le médecin ne peut pas répondre à vos questions, il vous orientera vers des spécialistes qui pourront faire, si c'est nécessaire, un bilan du sommeil, ce qu'on appelle une polygraphie ventilatoire. On repart chez soi avec des capteurs, on dort avec et on analyse ensuite le sommeil. Et ces polygraphies ventilatoires sont parfois faites par des neurologues ou par des pneumologues ou par des cardiologues ou par des ORL. Il y a beaucoup de spécialistes qui en font. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre médecin généraliste, évidemment à l'infirmière du réseau, au neurologue, qui pourra vous orienter. Donc, après le sommeil, parlons de la fatigue. C'est vrai que la fatigue est un des symptômes qui embête le plus les patients qui ont la sclérose en plaques, puisque plus d'un patient sur 2 nous dit que c'est le symptôme qui les gêne le plus dans leur quotidien. Et donc forcément, si on est fatigué, on a un impact dans la vie quotidienne, au travail, dans la gestion des tâches ménagères, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on reconnaît. Et les solutions, je dirais que la première question, effectivement, c'est de se demander si on dort bien. Parce que forcément, si on dort mal, on va forcément être fatigué
fatigué. Donc là, il y a des choses à explorer dont vous parlez, docteur Lanotte. L'autre question aussi, est-ce que je me suis organisée peut-être différemment dans mon quotidien? C'est quelque chose qui va être propre à chacun. Mais c'est vrai que ce qui est important, lorsqu'on sait qu'on est fatigable, que lorsque la batterie elle est vide, on n'y arrive plus du tout. Forcer les choses ne va faire que vous allez être épuisé et vous allez mettre beaucoup plus de temps à recharger cette batterie. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que cette batterie, elle est peut-être moins importante qu'avant. Et donc, il faut éviter d'attendre qu'elle soit complètement épuisée. Je sais que c'est pas simple dans le quotidien avec toutes les tâches qu'on a à faire, mais dans la mesure du possible, c'est à vous d'essayer de trouver un rythme dans votre travail, dans votre vie quotidienne, pour essayer d'éviter que cette batterie soit épuisée et faire des pauses pour la recharger de façon régulière. Et ça, c'est des choses qui sont à changer dans le quotidien, c'est dans l'organisation. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est pour ça qu'on a proposé comme ressource les KOSEP, c'était de discuter avec d'autres patients qui ont ces difficultés, qui pourront peut-être vous donner des trucs et astuces sur ce qu'ils ont fait dans le quotidien. Et donc, par exemple, c'est des infos que vous pouvez avoir chez les patients qui participent au KOSEP. Une chose qui est extrêmement importante, c'est donc fractionner, faire des pauses. On n'a pas toujours envie, mais ça permet de pouvoir, en fin de compte, pour faire un certain nombre de choses, alors que si on est épuisé, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Et je dirais que il est important d'apprendre à prioriser les choses. C'est vrai que quand on est fatigué, se dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je peux peut-être mettre de côté, que je vais faire un autre jour où je serai peut-être moins fatiguée. Autre chose qui n'est pas facile à faire aussi, c'est de déléguer. Essayer de trouver des solutions dans son entourage, une aide ménagère, ou de demander dans son couple, avec les enfants, peut-être de faire comprendre que cette fatigue, elle vous fait pas exprès, qu'elle est là et qu'il faut que tout le monde en tienne compte pour pouvoir vous aider dans votre quotidien. Mais je sais que c'est pas toujours facile, mais communiquer sur cette fatigue, que ce soit dans votre entourage personnel, professionnel et amical, peut-être permettre que les gens autour de vous puissent mieux comprendre ces coups de pompe et que vous puissiez expliquer pourquoi là c'est pas possible de venir, c'est pas possible de faire un certain nombre de choses. Voilà ce que je pourrais vous donner comme conseil. Une chose qui est certaine, et ça paraît assez contradictoire, mais l'activité physique est quelque chose qui va vous aider à réguler cette fatigue. Et c'est vrai que quand on est fatigué, qu'on n'est pas super motivé, difficile de se dire qu'on va aller encore faire du sport. Mais vraiment, c'est des preuves là scientifiques qui ont montré et des preuves que les patients nous expriment régulièrement. C'est qu'après le sport, on est fatigué et c'est une fatigue saine et qui est normale. Mais ça va vous réénergiser, ça va vous aider à gérer l'énergie au quotidien. Donc, quand on a arrêté l'activité physique, ce qui est important, c'est de reprendre très progressivement pour ne pas être épuisé. Mais si on arrive à réinsérer cette activité sportive et physique régulière dans son quotidien, c'est 30 minutes par jour. C'est pas forcément du sport à grosses gouttes. Ça peut être du yoga, ça peut être de marcher pour aller au travail, des choses très simples, mais qui vont faire que ça va vous reconditionner et ça va vous aider à mieux gérer cette fatigue. Alors, concernant la fatigue, les médecins généralistes ne sont pas toujours très familiarisés avec la fatigue dans la sclérose en plaques. Donc, on vous propose volontiers d'en parler plutôt à des personnes qui ont vraiment l'habitude, comme l'infirmière du réseau, votre neurologue ou les médecins rééducateurs qui pourront sans doute vous proposer des solutions plus adaptées. Bien sûr, tous les médecins généralistes sont différents et certains sont très sensibles à cette dimension. Mais il faut beaucoup de temps pour appréhender ces difficultés. Et donc, ce qui est important, et ça c'est Marine, notre patiente experte, qui nous a appris, c'est de communiquer sur le sujet pour expliquer aux autres ce qu'est cette fatigue. Bon, il y a beaucoup à dire. L'idée, c'est de pouvoir vous proposer des solutions pour chaque chose. Donc, ça nécessiterait beaucoup plus de temps pour approfondir. Donc, on passe à la chose suivante, à la diapo suivante, qui est tout ce qui est anxiété, stress et dépression. On souffre tous, plus ou moins, d'anxiété pour des choses différentes, et on souffre d'autant plus d'anxiété et de stress quand on a une pathologie chronique, dont la sclérose en plaques. Il n'y a pas de honte à être stressé, à être anxiété, à être déprimé. Et ce qui est important, c'est de pouvoir en parler. Si on reste avec son stress, avec son angoisse ou avec son moral qui est en berne, les choses ne vont pas s'améliorer toutes seules. Donc, là aussi, l'infirmière du réseau, les infirmières du réseau, le médecin généraliste sont en première ligne pour vous écouter et pour vous orienter concernant cette anxiété, ce stress, voire cette dépression. Évidemment,
Tout le monde ne fera pas de dépression, tout le monde ne sera pas stressé, tout le monde ne sera pas anxieux, mais ce que vous nous dites, ce que vous nous rapportez, c'est que ça vous arrive quand même relativement souvent. L'important, c'est de ne pas mettre la poussière sous le tapis en se disant « ça va passer ». Si ça ne va pas, il faut en parler et on trouve des solutions. Les solutions qu'on a, elles sont assez nombreuses. Une fois qu'on en a parlé, il y a une prise en charge psychologique qui peut être faite par le réseau. Il suffit que vous en parliez à votre neurologue, qui demande à la secrétaire de vous communiquer des psychologues qui habitent près de chez vous, ou vous téléphonez à la secrétaire du réseau qui va nous contacter pour demander si on accepte que vous soyez pris en charge sur le plan psychologique. Une fois que vous avez trouvé la psychologue, le ou la psychologue qui est proche de chez vous, vous pouvez faire 10 séances de soutien psychologique qui sont prises en charge par le réseau. Et donc, n'hésitez pas à en parler à votre neurologue, à l'infirmière du réseau ou à la secrétaire pour pouvoir le faire. Parfois, un traitement est nécessaire et dans ce cas-là, c'est souvent votre médecin généraliste qui sera en première ligne pour vous prescrire ce traitement, mais ça peut être aussi un psychiatre, ça peut être votre neurologue. Ne pas non plus minimiser l'intérêt des groupes de parole animés par des psychologues pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge psychologique. On en a quelques-uns sur le réseau. Pour tout renseignement et pour toute précision, parce qu'on ne peut pas tout dire durant cette présentation, je vous propose d'aller sur le site d'AG7 dont on vous a mis les coordonnées tout à la fin du diaporama. Alors, l'activité physique et sportive, effectivement, on en a parlé. Après, c'est comment le mettre en œuvre. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui se développent de plus en plus, qui sont financés par nos administrations sanitaires, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai expliqué, le sport va vraiment améliorer votre condition physique et votre santé. Donc, il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Il faut demander à votre médecin traitant ou à votre neurologue de, par exemple, être orienté vers le dispositif Prescrimove, qui, du fait de votre ALD, va être tout à fait possible. Et donc, on va vous donner un numéro de téléphone et on va vous orienter selon votre domicile au plus près de chez vous. Et là, vous allez rencontrer un professeur de sport adapté qui va faire un bilan avec vous de vos capacités, de vos envies et vous orienter dans un deuxième temps vers des dispositifs, vers des structures qui peuvent s'occuper de vous. Et il y a un certain nombre de séances qui sont en plus pris en charge financièrement. Donc, ça peut vous permettre vraiment de vous remettre au sport, de refaire un bilan de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible de ce que vous avez envie. Alors bien sûr, tous les sports ne sont pas possibles, ça va dépendre de ce qui est proposé, mais ça peut être un bon moyen de vous remettre au sport et d'être coaché par quelqu'un, parce que ce n'est pas toujours aussi facile que ça, de trouver quelque chose d'adapté et de se remotiver tout simplement sans encadrement. Vous pouvez aussi en discuter avec votre kinésithérapeute qui peut vous donner un certain nombre de conseils pour pouvoir soit faire des séances avec lui, soit aussi vous donner des conseils pour faire des pratiques ou des étirements ou des activités à faire chez vous. Et puis par le réseau, vous pouvez aussi, si vous allez sur le site, voir qu'il y a des propositions qui sont faites par l'association Ciel Bleu et avec le réseau Alzacep, il y a des séances de yoga. Donc vous en avez dans plusieurs villes, enfin sur les grandes villes, je dirais alsaciennes, Colmar, Erstein, Ilkirch, Haguenau et Mulhouse. Et donc là, je vous conseille d'aller voir sur le site comment vous inscrire, quels sont les horaires, etc. Et c'est vrai que ça peut être aussi un moyen de reprendre de l'activité avec d'autres patients. Et donc, c'est accompagné par des professeurs de sport qui connaissent très bien la problématique de la sclérose en plaques et qui va adapter les séances en fonction de vos possibilités et de vos capacités. Voilà, n'hésitez pas à solliciter votre médecin traitant et votre neurologue pour Prescrimove, parce que c'est un dispositif qui est présent uniquement dans le Grand Est et qui permet de reprendre une activité. Si vous hésitez à reprendre une activité physique parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable, tout le monde est capable, tout le monde peut s'améliorer. Et l'avantage, c'est que ce dispositif permet de partir de vos capacités, comme l'a dit Madame de Sèze, et de vos envies pour progresser ensuite à votre rythme. Voilà. Alors, le tabac. Vous savez que le tabac dans la sclérose en plaques, c'est un problème parce que on sait que le tabac n'est pas bon pour le cœur, mais c'est pas bon non plus pour l'évolution de la maladie. Et les études montrent que les fumeurs ont une maladie qui a tendance à évoluer plus sévèrement. Donc, on vous incite à arrêter votre intoxication tabagique, mais c'est pas toujours facile parce qu'on sait très bien que quand ça va pas, une cigarette, ça fait souvent du bien.
Alors, ça fait du bien à court terme, mais pas à long terme. Donc, du coup, on vous encourage à diminuer, voire à arrêter votre consommation tabagique. À qui il faut vous en parler? Vous en parlez à votre médecin généraliste. C'est lui qui sera en première ligne pour vous orienter et pour vous aider à trouver des solutions. Et il y en a des tas pour arrêter de fumer ou pour diminuer votre consommation tabagique. Vous pouvez en parler à l'infirmière, au neurologue, évidemment. Et souvent, quel que soit votre interlocuteur, on vous orientera vers un centre anti-tabac. Il y en a plusieurs en Alsace qui pourra partir de votre problématique, de vos difficultés et de vous accompagner jusqu'à l'arrêt complet du tabac. Alors les voyages, pour moi, les voyages, il n'y a aucune indication à voyager avec la sclérose en plaques. Vous pouvez partir où vous voulez, il n'y a aucune contrainte par rapport à la maladie. Après, s'il y a des contraintes liées au handicap, effectivement, il y a des mesures à prendre pour les voyages, etc. Mais je dirais que sans handicap, c'est pas un problème. Des fois, j'ai des patients qui me disent « Oh, je vais pas partir à l'étranger, si jamais je fais une poussée, ça va pas pouvoir être géré. » Vous savez que quand vous faites une poussée, les corticoïdes, c'est pas obligatoire et ça peut très bien se faire quand vous rentrez. Ce sera pas un problème pour la récupération, ce sera identique. Mais en tout cas, il n'y a pas de contre-indication à voyager. Il y a des pays qui nécessitent d'être vaccinés contre la fièvre jaune. Donc, c'est essentiellement les pays autour de l'équateur, comme le Brésil, le Zanzibar, le Kenya. Et donc là, c'est vrai que si vous avez un traitement immunosuppresseur, même sélectif, la fièvre jaune, ce vaccin ne pourra pas être effectué. Donc là, c'est vrai que c'est la seule contre-indication qui peut être. Ces destinations peuvent être un problème si vous n'avez jamais été vacciné contre la fièvre jaune. Ça, sinon, il faut en rediscuter avec votre neurologue. Vous pouvez appeler l'infirmière du réseau. Concernant des voyages plus longs, je pense entre autres aux étudiants qui partent avec Erasmus pendant plusieurs mois, voire pendant une année. Là, c'est aussi très important de revenir vers votre neurologue pour qu'on puisse voir si le traitement est adapté, parce que avoir du traitement là-bas, c'est peut-être possible, mais la prise en charge par la Sécu, ça ne va pas être le cas. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir parce qu'il y a des solutions pour pouvoir, que vos projets puissent être faits partir partout où vous souhaitez. Voilà, l'idée c'est, bien sûr, vous pouvez voyager, demandez-nous, posez-nous des questions, est-ce que je peux partir avec mon traitement? Et nous, on vous fournira, le neurologue, le médecin généraliste, l'infirmière qui se fait relais, des certificats, on vous informera sur les vaccinations et on adaptera les prescriptions si c'est nécessaire. Les problèmes urinaires ne concernent pas tout le monde. Tout le monde n'aura pas un jour des difficultés dans ce domaine. Néanmoins, ça peut arriver et donc il faut que vous sachiez que ça peut arriver d'avoir des difficultés urinaires avec la sclérose en plaques. Et si vous avez ces difficultés, l'important c'est que vous en parliez. Vous en parlez à votre neurologue, vous en parlez à l'infirmière, vous en parlez au médecin rééducateur si vous avez un médecin rééducateur qui vous suit. Pourquoi? Parce qu'il y a des solutions. Il y a des tas de solutions qui sont proposées pour pallier les difficultés qu'on peut rencontrer avec les problèmes urinaires. Qui s'en occupe? Les médecins rééducateurs, c'est pour ça qu'on vous propose de leur en parler, mais aussi les urologues. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement mieux comprendre comment fonctionne la vessie, votre vessie si vous avez des difficultés? Chaque maladie est différente, chaque personne a des symptômes différents, donc il faut faire le bilan de ces symptômes, comprendre comment fonctionne la vessie, et comment fonctionne la vessie, on l'apprend en faisant un bilan urodynamique. Mais ça, c'est la personne qui vous fera le bilan urodynamique vous expliquera comment ça se passe. Toujours est-il qu'il y a des solutions et que les solutions qui sont proposées, elles ne sont pas nécessairement médicamenteuses. Ça peut passer par de la rééducation périnéale, ça peut passer par de la stimulation tibiale postérieure, c'est une petite électrode qu'on met à l'arrière de la cheville, qui envoie des petites impulsions électriques et qui permet d'améliorer les choses. Tout le monde n'aura pas besoin de ça, mais c'est quelque chose qui est très simple à mettre en œuvre, qui évite parfois de prendre des médicaments. Donc, ce qui est important, c'est je n'urine pas comme avant. Soit c'est plus difficile, soit j'y vais plus souvent, soit je suis obligée de me dépêcher alors qu'avant je ne me dépêchais pas. Bref, j'ai des difficultés, j'en parle au neurologue, j'en parle à l'infirmière, j'en parle au rééducateur.
Alors le travail, on y passe quand même beaucoup de temps au travail, donc on va quand même en parler. C'est vrai qu'il peut y avoir un impact de la maladie dans votre travail. Donc la première des questions qu'on me pose très souvent, c'est: «Est-ce que j'ai obligation d'en parler à mon employeur?» Vous n'avez aucune obligation, ça fait partie de votre vie privée. Si vous ne souhaitez pas, annoncer votre diagnostic à votre employeur, ça ne vous sera d'ailleurs jamais reproché. Il y a des patients qui n'ont jamais annoncé la maladie au travail et qui ont pu, faire leur activité professionnelle jusqu'à la retraite sans aucune difficulté. Si vous le souhaitez et si vous avez besoin de conseils, par contre, il y a une personne, qui est là pour vous écouter, pour vous protéger, qui s'appelle le médecin du travail. Je rappelle, le médecin du travail est soumis au secret professionnel. Il n'ira pas dire à votre hiérarchie que vous avez la sclérose en plaques. Mais par contre, c'est vraiment un interlocuteur que vous pouvez solliciter si jamais vous avez des difficultés par rapport à la fatigue, par rapport à, je ne sais pas, à un besoin matériel qui pourrait vous aider dans votre quotidien. Et le médecin du travail, si vous êtes OK, pourra en parler à votre employeur et essayer de négocier, de discuter, de proposer des solutions pour que vous puissiez vous maintenir au travail avec ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que souvent, le médecin du travail, où on vous propose très souvent de faire ce qu'on appelle une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé peut être obtenue par toute personne qui a la sclérose en plaques, même s'il n'y a pas de handicap visible. Par exemple, ils vont tenir compte de la fatigabilité qui peut être un réel handicap. Lorsque vous faites cette demande, et elle sera obtenue au bout d'un certain nombre de mois par la MDPH, cette RQTH va permettre aussi d'aider le médecin du travail à appuyer vos demandes. Si par exemple, il y avait besoin de faire des modifications horaires de votre emploi du temps, de demander du télétravail supplémentaire, de demander du matériel, je ne sais pas, un plus grand écran parce que vous avez des problèmes visuels, des choses comme ça. Donc voilà, si vous avez des demandes ou besoin de conseils par rapport à ça, parce que c'est vrai que les demandes au niveau de la MDPH, c'est un petit peu compliqué, il suffit de nous contacter et nous avons des assistantes sociales qui pourront vraiment vous conseiller sur comment faire cette demande. Et s'il y a des difficultés plus importantes, elles peuvent aussi vous renseigner pour voir s'il y avait besoin de faire des demandes, par exemple de pension d'invalidité. Enfin voilà, il y a plusieurs dispositifs qui existent. L'objectif, c'est de vous maintenir dans le travail, dans vos possibilités. Et il existe un certain nombre de dispositifs, mais c'est vrai que l'administration française est extrêmement complexe. Et là, les assistantes sociales du réseau, les médecins du travail vont vraiment pouvoir vous conseiller. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre neurologue qui vous adresse au personnel du réseau ou de nous en parler lors des consultations ou de nous solliciter si vous avez besoin de conseils par rapport à tout ça. Et surtout d'écouter le topo suivant de Marie-Delaine qui va nous expliquer comment rester dans l'emploi. Alors, hop, petit problème. Hop, voilà. Alors, la vie affective et sexuelle, c'est un vrai problème. Souvent, on n'ose pas en parler. C'est compliqué, on est gêné. Les neurologues ne posent pas nécessairement la question. Le patient pense que ce n'est pas nécessairement la CEP. Alors, les problèmes sexuels peuvent être liés à la maladie et peuvent aussi être liés à des tas d'autres facteurs. Donc, ce qui est important, c'est comme pour le reste, il faut en parler. En parler à l'infirmière du réseau qui saura vous orienter, en parler à votre neurologue qui sait qu'il peut y avoir des problèmes sexuels avec la sclérose en plaques et en parler éventuellement à votre médecin généraliste. Le fait d'en parler permettra éventuellement de vous orienter vers des spécialistes qui pourront vous aider en fonction de vos difficultés, parce que les difficultés ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les médecins rééducateurs, les psychologues et les sexologues sont là pour vous accompagner et on peut vous prescrire parfois des traitements pour améliorer les choses. Donc, c'est comme pour les autres problématiques, c'est un peu la thématique de tout le diaporama. Si vous n'en parlez pas, on ne pourra pas vous aider. Donc, on vous incite à vous exprimer librement, même sur ce sujet qui est souvent tabou et qui est assez délicat à aborder. Mais sachez que tous les professionnels de santé, et en particulier les professionnels d'Alsacep, sont quand même un petit peu formés à vous accompagner pour ça. Donc, n'hésitez pas. Bon, j'ai quelques professionnels à côté qui nous disent qu'on est hyper bavarde et qu'il faut qu'on accélère un petit peu parce que sinon on va dépasser notre temps imparti. Alors, pour la mémoire, c'est vrai qu'il peut y avoir un impact sur la mémoire, sur la concentration dans la sclérose en plaques, pas non plus de façon obligatoire. Mais c'est important, on trouvait que c'était important pour vous si vous remarquez des difficultés, n'hésitez pas à en parler au neurologue ou à l'infirmière du réseau parce qu'il faut évaluer ses capacités cognitives et pour ça, on
fait appel à des neuropsychologues qui vont faire un bilan et vérifier, enfin évaluer quelles sont vos capacités. S'il y a des difficultés, on peut vous proposer une rééducation et pour là, le réseau propose un certain nombre de dispositifs avec des remédiations cognitives qui se font en individuel, avec une neuropsychologue ou des orthophonistes en libéral. On a aussi notre équipe de neuropsychologues qui propose de la remédiation cognitive collective et également un programme d'éducation thérapeutique qui peut vraiment vous aider à trouver des solutions pour réussir à mieux vous organiser, pour ne pas être gêné par ces difficultés. Alors attention, c'est des difficultés qu'on peut tous connaître et d'autant plus lorsqu'on est fatigué, qu'on est déprimé. Donc je pense que ne vous dites pas, ça y est, je perds la mémoire parce qu'il vous arrive ce genre de problématique de temps en temps lorsque vous êtes crevé. La question qu'on nous pose souvent les neuropsychologues, c'est quel est l'impact? Est-ce qu'il y a des réelles difficultés dans l'organisation du quotidien, dans le travail? Est-ce que mon entourage me le fait ressentir? Là, dans ce cas-là, c'est peut-être lié à la maladie et c'est bon de faire un bilan pour pouvoir évaluer ces difficultés et vous proposer des solutions pour pouvoir mieux gérer votre quotidien et votre organisation. Je vous en renvoie également on a une brochure qui a été faite par nos neuropsychologues qui parle de cette thématique que vous trouverez sur le site internet dans les liens utiles. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez vraiment le lire. Alors, les crampes et les raideurs, ça fait partie des symptômes de la maladie. C'est vrai que certains d'entre vous ne font pas nécessairement le lien, mais c'est important là aussi d'en parler. Et là, la première personne à qui il faut que vous en parliez, c'est votre kiné, incontestablement. Les rééducateurs et les neurologues connaissent aussi ces problématiques et pourront vous orienter, mais le kiné va vous apprendre les auto-étirements et éventuellement, si besoin, votre médecin généraliste, mais surtout votre neurologue et les rééducateurs pourront vous proposer des traitements pour lutter contre ces raideurs qui surviennent soit le matin, enfin généralement, le plus souvent, le matin en se levant, quand on est resté longtemps assis ou en fin de journée, et puis les crampes qui surviennent la nuit, et voire même des jambes qui sautent ou des orteils en griffe. Tout ça, c'est les mêmes symptômes. Ça fait partie pour nous, neurologues, de ce qu'on appelle le syndrome pyramidal. Ce syndrome pyramidal est très fréquent dans la sclérose en plaques et on a des solutions pour vous aider, pour vous éviter d'être réveillé toutes les nuits par des jambes qui sautent ou d'avoir des jambes raides comme des morceaux de bois le matin en vous levant. Alors, les prêts, tout ce qui est assurance. C'est vrai que c'est une question qui peut se poser pour les patients qui ont eu le diagnostic qui a été annoncé. Lorsque vous allez vouloir faire un investissement, acheter une maison par exemple, il n'y aura pas de problématique pour obtenir un prêt si vous êtes solvable au niveau financier. La problématique, c'est les assurances parce que lorsqu'on a un certain montant de prêt, effectivement, il faut être assuré au niveau décès, au niveau de la maladie et au niveau de l'invalidité. Et donc là, les assurances, on peut le dire, ne seront pas très sympas avec les patients qui ont des maladies chroniques, qui aient des difficultés ou qu'il n'y en ait pas. C'est vrai que là, dans ce cas-là, on va vous faire remplir un questionnaire. Vous allez devoir, là, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas cacher votre maladie, sinon vous risquez le jour où il y a un problème qui se retourne cette fois-ci contre vous. Donc là, c'est important d'annoncer les choses, mais c'est pas impossible d'obtenir une assurance. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué que pour quelqu'un qui n'a pas de maladie, mais là, je vous conseille de vous tourner vers vos banques, parce qu'il y a aussi des assurances bancaires qui prennent en charge les patients, vers des assureurs. On a des courtiers en assurance et je dirais que là, il faut prendre son bâton de pèlerin et aller contacter différents assureurs. Il peut y avoir par exemple des discussions qui se font sur retirer certaines clauses, mais d'être quand même assuré pour d'autres. Voilà. En tout cas, c'est pas quelque chose d'impossible, mais effectivement, ça demande, on se passerait bien de ça effectivement, mais ça demande de pouvoir prospecter et on peut toujours trouver des solutions. Vous pouvez revenir vers les assistantes sociales du réseau, elles vous conseilleront. Pour les patients qui ont contracté des prêts avant l'annonce du diagnostic, là, je vous dirais par rapport aux assurances que vous avez, par exemple des assurances de prévoyance ou des assurances pour des prêts bancaires, là, je vous conseille de ne surtout pas les renégocier, puisque comme ça a été signé avant le diagnostic, là, il n'y a pas de discussion possible pour l'assureur. C'est pour les assurances contractées après le diagnostic où effectivement, c'est un peu plus compliqué. On pourrait parler longtemps de tout ça. Les douleurs, c'est un très très vaste sujet et un certain nombre d'entre vous souffrent de douleurs qui sont très fluctuantes d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année sur l'autre. C'est important que vous puissiez en parler, là encore,
à votre médecin généraliste. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en première ligne et qui pourra adapter le traitement. Par rapport à un neurologue que vous voyez tous les 6 mois ou tous les ans, le médecin généraliste sera auprès de vous, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas régulièrement, pour suivre ces traitements de la douleur. Donc, parlez-en en priorité à votre médecin généraliste. Et la seconde raison pour laquelle il faut en parler au médecin généraliste, c'est que toutes les douleurs ne sont pas liées à la sclérose en plaques. On peut se tordre la cheville ou avoir mal au dos, ça n'a aucun rapport avec la CEP, et le médecin généraliste sera la personne la plus adaptée pour vous accompagner. Maintenant, il y a des douleurs qui sont dites neuropathiques et qui sont liées à la maladie, et dans ce cas-là, le neurologue sera lui aussi le bon interlocuteur pour pouvoir en parler. Ce qui est important, c'est qu'en cas de douleur, il n'y a pas que les médicaments pour soulager. On peut faire de la kiné, il y a l'ostéopathie, et qu'on peut être pris en charge dans des centres d'évaluation et de traitement de la douleur dont l'accès est très difficile, c'est certain. Mais dans certaines situations compliquées où les médicaments ne sont pas bien tolérés, parce que les médicaments contre la douleur font souvent dormir, ça peut être bien d'avoir recours à des techniques alternatives. Et les centres d'évaluation et de traitement de la douleur connaissent toutes ces techniques alternatives. Donc, si vous avez des douleurs, ce n'est pas une fatalité, premièrement. Deuxièmement, il faut en parler en premier lieu au médecin généraliste, en parler au neurologue et trouver des solutions adaptées à chacun. Quand un traitement ne marche pas, il ne faut pas dire c'est n'importe quoi. Il faut le dire à votre interlocuteur qui saura adapter le traitement, le changer, le modifier. Chaque maladie est différente, chaque personne est différente, les douleurs sont différentes chez chacun et ce qui marche pour une personne ne marche pas pour l'autre. Donc c'est extrêmement important de revenir. On a beaucoup de choses à notre disposition, parlez-en, plaignez-vous pour une fois, râlez, dites que vous avez mal et on essaiera de trouver le traitement qui vous convient. Alors les vaccins, grande question avec la sclérose en plaques. J'espère que vous êtes tous persuadés, parce que si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller sur le site qui est noté en dessous, qui est de la Société francophone de sclérose en plaques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et d'encre qui ont coulé, qui ont été dites sur les vaccins. Alors, je vais être rapide. Il n'y a aucun lien entre la sclérose en plaques et la vaccination. Ça, les choses sont certaines aujourd'hui. Vous pouvez aller voir les preuves scientifiques qui sont sur ce site où il y a vraiment les recommandations qui sont faites par les neurologues avec toutes les études qui ont été faites. Lorsqu'on a une sclérose en plaques, il faut se vacciner comme tout le monde. Il n'y a pas de mesure à prendre, ce qui n'a pas toujours été dit à une certaine époque. Aujourd'hui, on dit aux gens, il faut vous vacciner comme tout le monde. Dans le cas de certaines thérapeutiques, on a besoin de vaccinations supplémentaires, mais ça, c'est lié à la thérapeutique et non pas à la maladie. Donc, pas de contre-indication à la vaccination, ni pour vous, ni pour vos enfants, ce qui a pu être dit à une certaine époque. Ce qui est important, parce que souvent, à l'âge adulte, on a tendance, c'est quelque chose qui est fait dans l'enfance, et puis on a tendance à plus faire forcément attention à mettre à jour son carnet de vaccination. Donc, n'hésitez pas à vous tourner, à demander à votre médecin généraliste, à votre neurologue. On a aussi des infirmières du réseau qui peuvent vous conseiller, et de plus en plus des infirmières en pratique avancée qui travaillent chez les médecins généralistes, qui peuvent vous aider à vous dire si vous êtes à jour, pas à jour, ce qui est recommandé. Ce qui est aussi très facilitant aujourd'hui, c'est qu'on peut, lorsqu'on a une ordonnance de vaccin, se faire vacciner chez son pharmacien ou faire appel à une infirmière libérale. Vous n'avez plus besoin d'aller forcément chez le médecin généraliste pour faire l'acte lui-même. Lorsqu'il y a des vaccinations spécifiques, donc par exemple ce que je parlais pour la fièvre jaune, ben là on peut faire appel au centre de vaccination internationale qui se trouve à l'hôpital civil, où là vraiment on va aussi pouvoir faire un check-up complet, de vérifier vos vaccinations et si besoin faire les vaccinations pour la fièvre jaune dans le cas où par exemple on veut les faire avant un voyage ou avant de débuter un traitement où après ce sera plus possible. Voilà ce que je peux dire sur les vaccins. Donc il y a plein de solutions, il n'y a pas de raison de ne pas être protégé, de ne pas être vacciné, donc il n'y a plus qu'à. Alors on s'est posé la question de savoir si on pouvait vous aider à gagner au loto. Alors là, j'avoue que la réponse a été plus compliquée, donc on vous laissera réfléchir et puis nous apporter la réponse. On a pris beaucoup de temps pour répondre, pour essayer de vous exposer ces différents points de la vie quotidienne qui peuvent être impactés par la maladie. Donc, en gros, si vous ne savez pas, si on n'a pas répondu à vos questions, vous contactez les infirmières du réseau, en particulier Madame de Cesse qui est là, Madame de Champbenoît pour le Haut-Rhin et Madame Weisbecker pour le nord du Bas-Rhin. Et si vous ne savez pas, il y a Alzacep, dont on vous a remis les coordonnées téléphoniques
et le mail et à qui vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pour avoir des précisions concernant ces thématiques de CEP et vie quotidienne. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et sans plus tarder, on va passer la parole à Marie-Delaine pour qu'elle puisse nous parler du maintien dans l'emploi. Bonjour. Marie, c'est à vous. Oui, bonjour. Et on va partir donc de mon diaporama à propos duquel vous avez la main, Madame Lanotte. Hein. Ça passe pas. Il faut que je repartage. Il faut que je recommence. Voilà. Ah oui, il faut que je repartage. Voilà. Voilà. Donc, je vous dirai suivant, hein, chaque fois qu'on aura changé Ça arrive, Marie. le slide. D'accord? Voilà. Bon, bonjour à tous les Alsaciens. Alors, écoutez, moi, je vais vous dire quelques mots à la demande du docteur Lanotte au sujet de la vie professionnelle avec une sclérose en plaques. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez bien? Coucou. Vous m'entendez? Madame Lanotte, vous m'entendez? Oh là là, ça m'ennuie, ça. Vous m'entendez? Quoi? Marie, oui, on t'entend très bien. Bon, elle m'entend, c'est bon, Pardon. ça va. Je vous remercie, c'est très bien, je m'inquiétais. Bien. Alors écoutez, je vais partir tout de suite sur les outils, les dispositifs que l'on peut utiliser pour se maintenir au mieux en emploi. Comme ça a été présenté il y a quelques instants, la reconnaissance de la qualité travailleur handicapé est un bon atout, d'accord, pour se maintenir pour accéder et se maintenir en emploi, parce qu'elle permet d'avoir un bon suivi assuré par le médecin du travail. Le médecin du travail n'est pas seul, hein, il peut être accompagné de psychologues, d'ergothérapeutes, d'ergonomes, etc. Donc, en tout cas, du point de vue du médecin du travail au sens strict, dès lors que vous avez la reconnaissance de cette reconnaissance et qu'il en est informé, c'est lui qui va vous suivre et non un infirmier ou un médecin ou un interniste ou un médecin d'internat. Donc, quels sont les autres intérêts à bénéficier d'une RQTH? Bon, ils sont multiples. Elle permet d'abord, cette reconnaissance, d'accéder à des dispositifs spécifiques, des formations et notamment, je pense, à l'apprentissage sans aucune limite d'âge. Ça, c'est très important parce que pour les autres, la limite d'âge est de 30 ans. Elle va vous permettre aussi de bénéficier d'aide à la création d'entreprises, excusez-moi, qui sont attribuées par l'AGFIP. Elle permet de bénéficier d'offres d'emploi et de stages spécifiques par le biais d'associations ou de structures dont on parlera tout à l'heure. Elle va vous permettre aussi d'adapter votre poste de travail, de prendre des dispositifs pour assurer au mieux vos déplacements. Tout cela grâce aux médecins du travail, à d'autres réseaux dont on parlera tout à l'heure, qui s'appellent Cap Emploi, GFIP, FIP, CARSAT, CPAM, etc. Elle vous permet aussi de bénéficier, excusez-moi, d'un super outil qui est le conseil en évolution professionnelle, qui est assuré par les Cap Emploi, qui permet de faire un bilan sur ce que l'on sait, sur ce que ses connaissances, ses ressources et sur ce que l'on souhaite. Et ce conseil en évolution professionnelle, il a un grand intérêt, c'est qu'il est gratuit. Il est pris en charge directement par les structures. Et puis, il vous permet aussi de bénéficier d'un droit renforcé au compte personnel de formation. Par exemple, dans le secteur privé, vous aurez droit à 800 € au lieu de 500 € par an. C'est quand même intéressant. Et puis, il vous permet aussi d'être inséré dans un réseau spécifique qui améliore vos capacités d'accéder ou de maintenir un emploi. Donc, outre France Travail, qui est le réseau qui est le réseau de droit commun, il y a Cap Emploi, qui est un réseau de recrutement et de maintien en emploi spécifique aux personnes en situation de handicap, et puis la maison départementale des personnes handicapées aussi. Et pour le maintien dans l'emploi, nous avons là aussi Cap Emploi, le FIP, pour la fonction publique, ça veut dire Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique.
C'est le pendant de l'AGFIP, Association de gestion pour l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. Ce sont des organismes qui ont une mission sur eux aussi, comme Cap Emploi et France Travail, une mission d'ordre une mission publique, hein, d'intérêt public, et qui sont financés pour vous aider au mieux. Et si vous voulez, l'intérêt le FIP et l'AGFIP sont financés par des cotisations d'employeurs qui ne respectent pas l'obligation d'emploi. Parce que vous savez qu'à partir de 20 personnes, il y a une obligation d'emploi à hauteur de 6%. Et l'entreprise qui ne respecte pas cette obligation d'emploi, qui ne recrute pas suffisamment ou pas du tout de personnes avec la reconnaissance, eh bien, elle va devoir payer une amende. Elle sera passible d'une amende qui sera versée par le biais de l'URSSAF à ces deux structures dont je vous parle. Allez-y. Quelles sont les caractéristiques de cette reconnaissance? Mais écoutez, c'est un statut. Voilà, elle ouvre des droits. C'est dans ce sens qu'on parle de statut. C'est parce que c'est un droit. C'est un droit que l'on demande à la maison départementale des personnes handicapées. C'est vous qui le faites, uniquement vous. C'est pas un médecin, c'est vous uniquement qui devez le faire. Sachez que la réponse que vous fait la MDPH est confidentielle. Elle vous est adressée et est adressée uniquement à vous. Vous serez libre ensuite de la communiquer ou pas, notamment à l'employeur ou au médecin du travail. D'accord? Rien n'est obligatoire. Ça, c'est vous qui décidez de ce que vous allez en faire. Et vous devez, compte tenu des délais de traitement aujourd'hui par la MDPH de ces dossiers, parce que le nombre de personnes en situation augmente, en revanche, les effectifs des MDPH, eux, restent constants. Donc, la MDPH, outre qu'elle doit gérer, si vous voulez, une évolution de ses moyennes techniques de travail, doit aussi gérer une masse de travail plus importante. Suivant. Donc, comment présente-t-on cette demande de RQTH? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Alors, quelle que soit votre demande, lorsque vous vous adressez à la MDPH, vous devez récupérer un formulaire, enfin plus exactement deux formulaires, soit en mairie, soit au sein des MDPH, où vous pouvez également le télécharger sur le site MDPH, quel que soit le département, quelle que soit la région. Il s'adresse à toute la France, hein. Voilà. Alors, dans cette demande, il y a deux parties. Le formulaire administratif, que vous allez vous compléter, bénéficiaire, et puis le formulaire médical, qui lui sera complété par un médecin. Alors, ça dépend des régions, ça dépend des médecins. Le médecin peut être votre médecin généraliste, le neurologue ou un médecin rééducateur. D'accord? Nous, on aime bien ici que la première fois, lors de la première demande, le formulaire médical soit complété par nos neurologues, parce qu'on considère que c'est eux qui nous connaissent le mieux, qu'ils connaissent le mieux nos troubles, notre maladie, nos traitements, et donc on est rassuré. Après, il y a des médecins généralistes aussi qui connaissent très bien la maladie, qui vous connaissent très bien, et il y a des médecins rééducateurs qui, après un bon séjour ou des séjours dans un centre de rééducation, sont tout à fait en capacité de compléter ce formulaire. Voilà. Donc, pour la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, on vous conseille de présenter une demande simplifiée. Parce qu'avec, comme ça a été dit tout à l'heure, avec une sclérose en plaques, on obtient cette reconnaissance, d'accord? Et il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de très compliqué, de très complet, avec le certificat médical qui date de moins de 6 mois. Et vous pouvez donc, et puis les documents administratifs, vous pouvez utiliser la page 4, faire la demande simplifiée. D'accord? Vous voyez, signature de la personne, voilà, et qui accepte que la MDPH complète sa demande. La personne souhaite bénéficier d'une procédure simplifiée. Ça veut dire qu'elle ne va pas passer devant la CDAPH, hein, devant la commission d'accès aux droits des personnes handicapées, parce que la CDAPH, c'est une structure qui comporte plusieurs personnes de compétences différentes. Il y a là-dedans des médecins, des associations de patients, des personnes qualifiées,
des associations, des syndicats. Et l'intérêt de les voir, c'est qu'ils ont un regard extrêmement pluriel et riche. Mais pour une RQTH, on n'a pas besoin de passer devant cette structure-là. La décision peut être prise simplement par par un conseiller. Suivante. Voilà. On va changer maintenant de sujet, on va passer à un autre sujet que l'on pose, qui se pose souvent dans notre maladie, c'est la question de la gestion de nos absences pour des soins. On doit se déplacer pour faire un bilan urodynamique, pour aller faire des perfs, pour aller faire des IRM, pour aller voir, voilà, des choses comme ça. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est rémunéré? Est-ce qu'on n'est pas rémunéré? Est-ce qu'on est autorisé lorsqu'on est en emploi? Alors, dans le secteur privé, il y a un article du Code du travail qui considère que dès lors qu'on est en ALD, on est de droit autorisé à s'absenter. L'employeur ne peut pas s'y opposer. On cite cet article du Code du travail et il n'y a pas de souci. En revanche, le souci sera celui de la rémunération. À propos de cette absence, le Code du travail ne prévoit aucune rémunération, à la différence d'autres. Vous avez d'autres absences, par exemple pour la naissance, pour un décès, pour un mariage. Voyez, là, il y a des absences rémunérées. En revanche, celle-ci n'est pas rémunérée. Alors, comment faire? Et dans la fonction publique, on n'en parle pas, mais il va de soi que les employeurs autorisent, nos administrations nous autorisent à nous absenter. La question qui va se poser pour tout le monde, ça va être celle de la rémunération. Alors, quelles sont les possibilités? On a la possibilité de demander exceptionnellement à son employeur d'être payé. Ça, je ne l'ai même pas fait apparaître parce que c'est un peu rare, mais ça existe. On peut aussi demander que les horaires soient modifiés d'une manière exceptionnelle. Il faut l'accord de l'employeur. Ça existe. On peut aussi demander le bénéfice d'un jour ou d'une demi-journée d'RTT, hein, ou de congé payé. Ou alors, on prend un jour ou un demi-jour une demi-journée d'ALD, de congé maladie. Voilà. Dans le cadre de l'ALD, vous savez qu'on a une carence seulement la première fois lors du premier arrêt. Et ensuite, pendant 3 ans, on n'a plus de carence. Faciliter l'accès à l'emploi. On a dit un mot tout à l'heure. Vers qui va-t-on s'orienter? Qui rencontrer? Qui voir? Pour reprendre vos termes, à qui en parler? Quelles ressources? Alors écoutez, on a d'abord la possibilité, devant la MDPH, par le biais de France Travail, de faire un stage de préorientation. Ça peut être très intéressant parce que c'est mis en place par des psychologues du travail. Là, le texte vient de changer. Autrefois, c'était la MDPH qui avait la main. Là, c'est la main, elle est prise par France Travail, comme vraiment dans le monde du travail en général, y compris avec des reconnaissances de travailleurs handicapés. La main est prise aujourd'hui par France Travail. Il n'empêche, il n'en demeure pas moins, que les autres structures gardent quand même des compétences. Donc là, ce stage de préorientation, vous avez auprès de France Travail la possibilité, donc vous vous inscrivez auprès de France Travail, qui va suivre votre accompagnement, mais qui peut aussi solliciter Cap Emploi. Et nous, on aime bien, moi j'aime bien que les gens soient suivis par Cap Emploi, parce que c'est un suivi individualisé, qui est organisé par des personnes qui ont des compétences spécifiques. On craint que au sein de France Travail, on est dans la multiplicité. Et est-ce que les agents de France Travail, est-ce que les conseillers vont comprendre vos troubles? On a davantage de chances d'être bien accompagnés avec Cap Emploi. Et là, ce qu'on dit aux gens, eh bien, écoutez, pour que France Travail ne fasse pas un blocage, prenez un certificat de neurologue. Et ça marche bien. Les neurologues font un petit certificat. Cette dame ou ce monsieur, il serait bien qu'il soit accompagné dans le cadre de leur retour à l'emploi par Cap Emploi. Puis, vous avez aussi des sites d'offres d'emploi spécifiques qui sont intéressants. Vous avez France Travail, bien sûr. Ces sites-là, vous allez les trouver partout, hein, sur Internet, Cap Emploi. L'AGEFIP aussi. Vous avez aussi un réseau de travail temporaire qui est très en vogue, qui est très actif aujourd'hui, le réseau des entreprises de travail temporaire pour les personnes en situation de handicap. Ça marche très fort. On passe par l'intérim pour aller vers un emploi, voyez, pérenne ou pas. Mais en tout cas, c'est une bonne porte d'entrée dans le monde du travail.
Vous avez aussi le réseau des entreprises adaptées qui est bien au point et qui est aussi aujourd'hui sollicité pour, après ce passage dans les entreprises adaptées, qui sont les entreprises de droit commun en termes de rémunération, en termes de conditions de travail, vous pourrez basculer dans le milieu ordinaire, ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Pour les personnes cadres, pour les cadres, alors là, vous avez la PEC qui assure un bon service aussi de recrutement et ouais, de bilan, de compétences, etc. Les jeunes ont une structure qui leur est propre, c'est la mission locale, d'accord? Et puis, vous avez aussi les CFA qui ont des sites d'offres d'emploi spécifiques. Voilà. Tous ces sites, n'hésitez pas à aller les consulter, à aller les rejoindre, à les appeler. Ils sont très utiles et ils sont très bien organisés. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a pour accéder à l'emploi cet apprentissage sans limite d'âge, qui est quand même un outil très important. Et puis, les aides à la création d'entreprises pour les créateurs d'entreprises qui sont là aussi nombreux. Qui peuvent disposer donc des aides de l'AGEFIP et qui peuvent aussi disposer d'un bon secours avec l'URSSAF à travers le dispositif HELP, donc je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Vous accompagner pour reprendre ou vous maintenir un emploi. Quel est l'allié? Ça a été dit tout à l'heure, la personne ressource, c'est le médecin du travail. D'accord? Lui, vous savez que vous devez savoir que vous pouvez le voir à tout moment. Vous pouvez, et sans que l'employeur en sache quoi que ce soit. Vous avez le droit de le solliciter. Vous avez ensuite, il va pouvoir vous rencontrer. Ça, c'est qu'un droit. C'est pas une obligation à l'occasion de la pré-reprise, à partir de 30 jours d'arrêt, mais là, on est dans la possibilité, on n'est pas dans l'obligation. En revanche, si votre arrêt dure 60 jours, à ce moment-là, il y aura obligatoirement visite de reprise, au plus tard dans les 8 jours qui suivent la reprise, et là, le médecin du travail doit vous voir, d'accord? Et puis, de quoi va-t-on parler lorsqu'on rencontre le médecin du travail? Eh bien, on va voir si on peut reprendre le travail dans les mêmes conditions que précédemment, ou bien si on a des besoins anticipés. C'est intéressant aussi de le voir à tout moment, le médecin du travail. Si on sent qu'on a des poussées, qu'on a plus de difficultés, c'est pas inintéressant, vous voyez, d'anticiper, voir si on n'a pas des besoins d'adaptation, adaptation de notre temps de travail, comme ça a été dit tout à l'heure, ou de notre poste de travail. Est-ce qu'on aura besoin de travailler à temps partiel? Il y a plusieurs dispositifs dont on va parler qui vont le permettre, ça. Ou notre poste, voilà. Est-ce qu'on a besoin d'un fauteuil ergonomique, de notre ordinateur, de développer l'accessibilité, etc. Voilà, tout ça, on va en parler avec le médecin du travail. C'est pour ça qu'il est bien de l'appeler à tout moment. Ensuite, toujours dans le cadre de l'accompagnement, il y a la possibilité donc d'adapter son temps de travail. Alors, le temps de travail, on va pouvoir le réduire d'une manière temporaire par le biais d'un temps partiel thérapeutique. Alors, je vais moi vous parler là et je vous parle du secteur privé et des fonctions publiques avec des règles différentes, mais je trouve que moi qui fais une permanence là, vous voyez, avec France Sclérose en plaques, il y a vraiment beaucoup de problèmes dans les fonctions publiques. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions si vous voulez tout à l'heure sur le chat, parce que je trouve qu'il y a énormément de problèmes. Alors, pour ce qui est du temps partiel thérapeutique, il dure 1 an. Il est renouvelable au début de 1 à 3 mois. On le renouvelle. Il est possible dans le secteur privé pour une durée de travail qui va de 10 à 90%. D'accord? Dans la fonction publique, en revanche, il s'étend de 50 à 90%. Il va être prescrit, c'est une prescription. Le médecin du travail, il vous prescrit un arrêt ou il vous prescrit un temps partiel thérapeutique. Il va vous prescrire donc un temps partiel thérapeutique pour une durée limitée. Et dans la fonction publique, on va avoir besoin d'un certificat très détaillé. D'accord? Pour le privé, il sera adressé, ce temps partiel thérapeutique, à l'assurance maladie. D'accord? Et dans la fonction publique, à l'administration, qui va solliciter d'abord le conseil médical. Dans le privé, alors il va être accordé, le médecin conseil de la sécurité sociale vous l'accorde. Avec cet accord, vous allez le montrer à votre employeur et au médecin du travail. D'accord? Il faut que le médecin du travail vous déclare apte, puisque vous êtes dans une modalité différente de votre temps de travail. Le médecin du travail doit vous déclarer apte et l'employeur doit conclure avec vous un avenant à votre contrat de travail.
intégrant les considérations, les recommandations du médecin du travail. Discutez bien de ça avec le médecin du travail. Vous préférez travailler le matin, vous préférez travailler l'après-midi, vous préférez travailler 2 jours et demi, vous préférez travailler 3 jours et puis vous reposer 2 jours, etc. Voyez, soyez là, discutez bien de ces modalités avec le médecin du travail. Et l'employeur devra quand même s'y soumettre, parce que l'employeur, il a une obligation, c'est d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Dans ce cadre-là, on considère que le médecin du travail, s'il fait des propositions, c'est en lien avec votre état de santé. L'employeur qui refuserait ces recommandations doit le justifier. Pourquoi? Parce que derrière, il y a votre santé et votre sécurité. D'accord? Et donc, dans la fonction publique, eh ben, écoutez, c'est là un arrêté de votre ministère, de votre administration, qui va conclure à la position de temps partiel thérapeutique. On est ici sur des réductions temporaires d'activité, de temps de travail. Vous avez aussi des dispositifs qui vous permettent d'être en réduction prolongée du temps de travail. Dans le secteur privé, il va s'agir de l'invalidité dont on va parler, et dans les fonctions publiques, du congé longue maladie dont on va parler également. Alors, pour ce qui est du secteur privé, l'invalidité, quelles sont les conditions d'attribution de cette invalidité? Ça suppose que votre capacité de travail ou de revenu a été réduite des 2 tiers. Des 2 tiers pour obtenir la pension d'invalidité première catégorie. Alors ça, si vous voulez, quand on parle des 2 tiers, c'est vraiment une réglementation spécifique à la sécurité sociale, à la CPAM. Ça n'a rien à voir avec la MDPH, d'accord? Ça n'a aucun lien. Ça, c'est voilà. Ils ont des outils et c'est à partir de leurs outils d'appréciation, d'évaluation de votre état de santé, des éléments que vous allez leur fournir, que vous allez fournir au médecin conseil, qui vous seront fournis par vos médecins. Hein. Attention, il faut leur fournir des éléments très précis hein, qui émanent soit de votre neuro, soit de votre médecin traitant, soit du médecin rééducateur, de vos kinés, etc. Vous voyez, ils ont besoin de tout ça. Alors, lorsqu'on est en capacité de travail réduite des 2 tiers, on accède à la pension à la pension d'invalidité première catégorie. La Sécu peut aussi à un moment décider à votre demande ou elle-même que vous pouvez passer en deuxième ou troisième catégorie parce que votre état de santé s'est aggravé. On est dans le code du travail, on n'est pas dans le code du travail, on est dans le code de la sécurité sociale. Sachez que même si le code de la sécurité sociale vous dit que vous ne pouvez pas travailler en deuxième et en troisième catégorie, c'est une réglementation sécurité sociale, ce n'est pas une réglementation travail. On peut travailler en première, en deuxième et en troisième catégorie. D'accord? Et attention à une chose, lorsque vous êtes déclaré en invalidité, ne partez pas de votre travail comme ça. Ne quittez pas votre employeur, ne quittez pas votre emploi. D'accord? Parce que là, vous rentrez dans les limbes. Et ça, ce n'est pas juridiquement valable. Ce n'est pas bien pour vous. Vous privez de droit. Parce que l'invalidité n'a aucun effet sur votre contrat de travail. On est bien d'accord? Aucun. Si vous voulez avoir un effet sur votre contrat de travail, vous allez voir le médecin du travail. Discutez avec lui expliquer la situation. Soit vous vous arrêtez, il vous déclare inapte à votre poste, dans l'impossibilité d'être reclassé, et on met en place une procédure de licenciement pour inaptitude. Et à ce moment-là, vous aurez droit à votre indemnité de licenciement, d'accord? Et votre indemnité compensatrice de congé payé. Votre situation sera juridiquement claire. Et vous pourrez, à ce moment-là, décider de ce que vous allez faire. Hein. Soit aller vous inscrire au chômage, soit bénéficier de votre pension d'invalidité, vous arrêter, faire du bénévolat, voilà, ou faire ce que vous voulez. Mais votre situation sera claire. Et puis, si vous voulez reprendre le travail, vous allez aussi, là, dire au médecin du travail, moi, j'aimerais bien travailler à temps partiel. OK? Et à ce moment-là, ça sera aussi possible si le médecin du travail avait les dossiers médicaux dont il possède, en prenant contact avec votre neurologue. Sachez que les médecins peuvent communiquer entre eux si vous les autorisez. Vous dites, OK, moi, je voudrais, vous dites au médecin du travail qui ne connaît pas bien la sclérose en plaques, moi, j'aimerais bien que vous preniez contact avec mon neuro. Ben, le neuro, il le fera volontiers. Voilà.
Alors, n'oubliez pas que pour percevoir ces pensions d'invalidité, il faut être assuré depuis un certain temps, d'accord, et avoir cotisé selon certaines bases. Et notez bien, comme je vous l'ai indiqué, que l'invalidité de la sécurité sociale n'a rien à voir avec l'incapacité de la MDPH. L'incapacité de la MDPH, vous savez, c'est ces trois tranches dont on parle tous, hein. Vous avez, pour nous, sclérose en plaques, moins de 50%, de 50 à 79%, et ensuite de 80 à 100, d'accord? Tout ça, c'est des degrés d'incapacité qui ouvrent des droits tout à fait différents. Là, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais je pourrais en parler parce que les droits qu'ils ouvrent sont extrêmement différents. Et ces deux notions, invalidité, sécurité sociale, incapacité, MDPH, sont tout à fait distinctes de l'inaptitude du médecin du travail. Dans le monde du travail, il n'y a qu'un médecin qui est compétent, c'est le médecin du travail. Il est médecin, il connaît vos contraintes de travail, vos conditions de travail. C'est lui et lui seul qui peut vous déclarer inapte, et jamais la Sécu, d'accord? Alors là, on est un peu dans du lourd, mais c'est ce qui complique un petit peu la vie des gens. Je vous en reparlerai plus tard si vous voulez. On continue. Madame la note. Voilà. La pension d'invalidité. Donc, vous avez ici les trois catégories. C'est bien de parler quand même de l'assurance maladie, de sa réglementation, qui dit, ce qui trouble beaucoup les gens, qu'en deuxième et troisième catégorie, on est dans l'incapacité de travailler. Non, c'est faux. C'est faux. C'est des bases de calcul de la pension d'invalidité, mais ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas travailler. En revanche, là où il faudra faire très attention et être très vigilant, c'est qu'il ne faudra pas que les revenus que vous tirez de votre travail additionnés à votre pension d'invalidité soient les deux, hein, soient supérieurs à ce que vous perceviez avant de tomber malade. Ça, faites très attention à ça. Et puis, il faut savoir qu'avec la pension d'invalidité, vous avez la possibilité de bénéficier d'une assurance d'invalidité complémentaire qui sera prévue au sein de votre entreprise par la convention collective de travail. Il y a 250 conventions collectives de travail. Elles sont un certain nombre à prévoir le versement d'une complémentaire, d'accord? D'une complémentaire santé et là d'une prévoyance qui s'ajoutera à l'invalidité. Et puis, vous avez parfois des employeurs qui prennent des décisions unilatérales. En cas de ressources, vous avez par exemple une pension d'invalidité très faible. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'un complément qui s'appelle l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'ASI, qui est versée par l'assurance maladie. Là, les assistantes sociales, notamment celles les vôtres, hein, du réseau ou celles de la CPAM, vous donneront toutes les informations, d'accord? Et puis, vous pouvez aussi réclamer la hache, hein. Si votre pension d'invalidité, elle est inférieure à 1016,05 €, n'oubliez pas d'aller réclamer un complément auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Bon, voilà. On peut continuer si vous voulez. Voilà. Après, bon, c'est vrai que je regrette un peu de ne pas avoir parlé certaines choses, mais si vous voulez, je peux vous communiquer des documents que j'ai rédigés, notamment sur l'AH, lorsqu'on a une incapacité entre 50 et 79%. Dans ces cas-là, pour pouvoir bénéficier de l'AH, il faut justifier d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. J'ai fait une étude là-dessus, je fais un travail. Si vous voulez, j'en ai parlé avant-hier à Marseille, je vous l'enverrai. D'accord? Ça donne des idées aux gens parce qu'ils sont souvent, c'est un peu compliqué comme histoire. Ensuite, on va rentrer dans la fonction publique avec la réduction prolongée du temps de travail. Quand on est fonctionnaire, on ne peut pas avoir de pension d'invalidité. D'accord? Mais on a un outil qui s'appelle le congé longue maladie fractionné. On en parle beaucoup, on en parle un peu partout maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce procédé? Ben, vous savez, le congé longue maladie, mais il est fractionné. Ça veut dire que vous ne l'utilisez pas complètement, vous l'utilisez et vous travaillez et vous utilisez des jours de congé, mais ces jours-là de congé, ça ne sera pas pour vous dormir, ça sera dédié aux soins. Ça sera indemnisé dans le cadre de ce congé, ça sera indemnisé, ça sera dédié aux soins. Et nos neurologues ici, ils ont fait des super certificats. Il y en a deux. Chaque fois qu'une personne demande un congé longue maladie fractionné, le neurologue établit
un certificat en deux parties. Un bref pour l'administration et un autre très détaillé, ça je pourrais l'envoyer au médecin qui le souhaite, dans lequel il va préciser les soins dont a besoin la personne. Et ça, c'est destiné à des médecins, aux médecins agréés ou au conseil médical. Il va dire, bon ben voilà, elle a besoin ben le lundi, elle va faire de la banéo, de l'ergo, le mardi, elle va faire de l'orthophonie, le mercredi, de l'orthopsie, le jeudi, du yoga, enfin bref, voilà. Il va détailler un programme de soins qui permettra à la personne de prendre un congé longue maladie fractionné. Je ne sais pas si vous l'utilisez aujourd'hui en Alsace, mais sachez que ça marche. Et donc, là aussi, ça va être pour des périodes de 3 à 6 mois, d'accord, qui seront renouvelables. Alors, les décomptes des jours, il faut voir vos administrations, vos référents handicap, vos responsables du personnel, parce que les décomptes varient selon les administrations. Par exemple, la mienne ne décomptait pas comme l'administration fiscale, par exemple. Pour revenir plus précisément au congé longue maladie, sachez que votre salaire est maintenu pendant un an et puis vous percevrez la moitié de votre salaire les 2 années suivantes. Et lorsque vous faites ben, ce protocole de soins, ben, ça, oui, il faut que ce soit nécessité par le médecin. Marie, je me permets juste, il te reste combien de temps, juste pour savoir. J'ai bientôt fini. Ok. Oh, je pense que j'ai bientôt fini. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez accompagner votre reprise ou votre maintien dans l'emploi, c'est-à-dire l'adaptation de votre poste par le médecin du travail, par ce cap emploi que vous allez devoir, près duquel vous allez devoir à qui vous allez devoir vous adresser, excusez-moi, avec des financements dédiés par le FIP et la GFIP. Suivez bien ces procédures-là, elles sont très aidantes. Madame Lanotte, vous pouvez y aller. Ah non, mais je ne peux pas tout vous dire. Vous pouvez y aller. Voilà, là, je vous ai donné, vous voyez, des exemples d'adaptation de poste. Ça, vous pouvez aussi en parler aux médecins du travail hein, ou aux médecins traitants, hein, un peu à tout le monde. Ça facilite les adaptations de poste, vous voyez, face à la fatigue, face aux problèmes de raideur, face aux problèmes urinaires, et de gêne visuelle. Voilà, vous voyez, ça, c'est comme ce diapo, vous allez l'avoir, vous pourrez le lire tranquillement, tout ça, ces dispositifs. Suivant. Vous avez, oui, là, quand même, j'aimerais vous en parler. Si on ne peut pas adapter votre poste de travail, l'employeur devra vous reclasser. C'est obligatoire. Il devra vous proposer un reclassement, une formation. Si rien n'est possible, on pourra mettre en place donc une procédure de licenciement pour inaptitude. OK? Mais il y a aussi deux autres dispositifs qui sont intéressants. Là, c'est encadré, qui est proposé par l'assurance maladie ou la MSA avec Cap Emploi, de 14 jours renouvelable une fois. Le médecin du travail, là aussi, joue un grand rôle. Il y a le généraliste qui joue un rôle, il y a le médecin du travail et il faut l'accord de l'employeur. Et vous allez recevoir les indemnités journalières de la Sécu pendant 14 jours renouvelables une fois. Allez sur Amélie, le site de l'assurance maladie, si vous n'avez pas trop compris ce que j'ai dit, et vous allez trouver des informations. Et puis, je suis à votre disposition aussi pour vous aider. Et outre les essais encadrés, vous avez la convention de rééducation professionnelle en entreprise, qui est aussi un outil de l'assurance maladie, qui est vous voyez, là, ce n'est pas pendant l'arrêt, là, c'est à l'issue de l'arrêt, de 18 mois maximum, pour pouvoir vous réhabituer à votre poste, hein, si vous avez de grosses difficultés, ou aller vers un autre poste, tout en conservant votre poste, avec l'avis du médecin du travail. Et puis dans la fonction publique, alors là aussi, allez chercher l'information. Je la mettrai à votre disposition. Sur service public, il y a une excellente étude, la période de préparation au reclassement. Si vous êtes inapte, là, vous avez la possibilité de rester en emploi en trouvant d'autres capacités, d'autres possibilités. Voilà donc les possibilités. On fait le point. Vous voyez, la RQTH, si on est apte au poste, il y a des aménagements. Si on n'est pas apte, il y a les encadrés, les conventions. Si on est inapte au poste, le reclassement, les allègements. Avec ici tous vos interlocuteurs que vous allez retrouver, n'est-ce pas? Et puis après, je vais vous dire quand même quelques sites. Je crois que je vous ai cité quelques sites. Là, vous allez le relire tranquillement, n'est-ce pas? Madame la note, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer.
Voilà, vous trouvez l'information. Voilà, là, je vous mets des sites, vous voyez, sur lesquels vous allez pouvoir vous informer. Bon, vous, là, excusez-moi, c'est pas CEP Marseille, ça sera CEP Alsace. Mais sinon, plateforme Mon Parcours Handicap, les fiches de service public, le site du ministère, Santé Info Droit, ils sont super aussi. Et puis les sites, hein, tous ces sites sont des sites publics. Je ne parle que de sites publics, je ne vais pas ailleurs. Cap Emploi, l'AGFIP, Amélie. Et puis pour les indépendants, dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Voilà, je vous ai présenté la vie professionnelle avec une sclérose en plaques, au plus vite. Et puis, oui, voilà, voilà. Et je crois que c'est tout, hein. C'est tout. Ah, d'accord. Moi, j'ai pas le son là. Merci beaucoup, Marie. C'est vraiment passionnant. On a beaucoup à apprendre. Votre diaporama sera mis en ligne pour toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de le relire ou de réécouter tout ce que vous avez dit. Et je pense que si on a des questions spécifiques, on se permettra Oui, vous m'appelez. de vous les adresser. C'est vrai que merci de nous avoir permis de nous y retrouver un petit peu dans le dédale administratif de l'emploi et on sait comme c'est important. On va passer maintenant la parole au professeur de 16. Ouais, dans là. Là, voilà. Hop. Vous pouvez faire plein écran. Non, juste au-dessus. C'était au-dessus. Attends. Bonsoir à tous. Ravi de conclure cette soirée webinaire. J'espère que les topos vous ont plu. Alors, en préambule, je voudrais quand même vous dire que vous allez être un tout petit peu déçus par mon topo parce qu'il n'y a pas de grandes nouveautés. Je vais faire un peu de teasing. Les grandes nouveautés, on attend des nouveautés significatives, on va dire, pour le congrès qui aura lieu en septembre avec les résultats d'études. Je vais en reparler tout à l'heure. Mais je voulais quand même faire un point puisque depuis 3-4 ans, on a eu pas mal de nouveautés quand même. Plutôt des nouveautés pour améliorer votre confort vis-à-vis des traitements. Juste avant de parler de ces progrès, je voulais vous faire part de 2 études qui ont été faites qui ont fini de nous convaincre qu'il faut traiter dès le début de la maladie. Ces études, elles sont faites sur ce qu'on appelle le syndrome radiologique isolé. C'est les patients chez qui on découvre par hasard, sur une IRM, des lésions inflammatoires qui font penser à une sclérose en plaques. Mais ils ne peuvent pas avoir déjà de sclérose en plaques puisqu'ils n'ont pas encore, bien sûr, de symptômes. Donc, c'est un petit peu l'angine de poitrine avant l'infarctus du myocarde. Et on ne savait pas si ces patients, il y avait un intérêt à les traiter. Il y a 2 études sur lesquelles je passe rapidement, mais l'une avec le diméthylfumarate, qui est le Tecfidera, et la deuxième avec le teriflunomide, qui est l'Aubagio. C'est 2 traitements qu'on donne assez classiquement en début de maladie dans les formes pas trop sévères de sclérose en plaques. Et dans les 2 cas, on réduit de 80 et de 60% le risque de poussée effective, donc de rentrer dans la sclérose en plaques à 2 ans. Donc, c'est un argument supplémentaire, même si la plupart d'entre vous n'ont pas cette présentation initiale de découverte fortuite. Eh bien, c'est pour vous expliquer que maintenant, dès qu'on découvre une sclérose en plaques, on a tendance à proposer un traitement, même si exceptionnellement, il y a des patients qui ne sont pas traités et qui ne s'en sortent pas si mal. Mais voilà, mon message de ce soir, c'est il vaut mieux traiter le plus tôt possible pour empêcher au maximum les séquelles de la maladie. Un mot aussi sur la CEP pédiatrique, parce que vous savez peut-être qu'il y a des enfants qui développent la sclérose en plaques, c'est à peu près 5% des patients qui commencent avant 18 ans, et on a eu une avancée avec une AMM. L'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché, c'est le remboursement d'un médicament, et pour la première fois, il y a une étude qui a montré une supériorité du Tecfidera sur l'interféron, et c'est vrai qu'historiquement, les enfants étaient traités toujours par interféron parce qu'on ne voulait pas utiliser des molécules plus innovantes, parce que les études sont toujours faites après 18 ans. Et là, cette étude a permis, depuis maintenant un peu plus d'1 an, qu'il y ait
l'accès pour les enfants au Tecfidera. Et en plus, cette étude a montré une supériorité du Tecfidera sur l'interféron, ce qui n'avait pas été démontré chez l'adulte. Il n'y avait pas eu d'études qui avaient été faites dans ce domaine. Donc, c'est vraiment une avancée aussi, une nouveauté pour les enfants et qui confirme aussi l'activité, l'intérêt du Tecfidera chez les adultes. Alors, comme je le disais en préambule, notre objectif actuellement avec tous les traitements qu'on a, notamment dans les formes par poussée, c'est d'essayer d'améliorer votre confort. Alors, améliorer le confort, ça a été proposé avec le natalizumab, le Tysabri, en passant à des perfusions tous les 6 semaines. Un certain nombre de patients qui étaient sous traitement toutes les 4 semaines ont pu bénéficier de cette extension de dose tous les 6 semaines. Certains ont préféré rester à 4 semaines parce qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient vraiment besoin de leur perfusion au bout de 4 semaines. Mais en tout cas, cette étude, l'étude NOVA, qui est parue il y a maintenant à peu près 3 ans, et on a cette possibilité depuis 2 ans de faire les injections de Tysabri toutes les 6 semaines, ce qui fait quand même une économie d'un tiers de passage à l'hôpital de jour, ce qui est bien aussi par rapport aux arrêts de travail potentiels dont vous a parlé Marie-Delaine tout à l'heure. Autre progrès qu'on a maintenant depuis un peu plus d'1 an, c'est le Tysabri sous-cutané, c'est-à-dire que l'intraveineuse a été remplacée pour un certain nombre de patients, et notamment on propose ça aux nouveaux patients, mais aussi aux patients avant qui étaient sous intraveineuse, de faire en sous-cutané. L'intérêt, il y a 2 intérêts. Parfois, on a des problèmes d'accès pour les veines, donc là, ça permet d'éviter ce problème. Et le deuxième intérêt, c'est que l'injection dure quelques minutes, une dizaine de minutes, et donc on n'est pas obligé de rester 1 heure comme avec la perfusion. Il y a eu aussi des progrès dans le domaine des anti-CD20. Les anti-CD20, c'est essentiellement 3 traitements dans la sclérose en plaques. Le rituximab, qui est utilisé dans les scléroses en plaques progressives, l'ocrelizumab, Ocrevus, qui est utilisé dans les formes par poussée ou secondairement progressives, et le Kesimpta. Et donc, les 2 progrès qu'on a eu, le progrès principal qu'on a eu depuis 3 ans, c'est le Kesimpta qui se fait en injection sous-cutanée tous les mois, qui peut se faire à domicile avec un auto-injecteur, donc ce qui permet aux patients de ne plus avoir besoin de venir à l'hôpital. Et puis, on attend pour dans 1 an, mais je vous l'annonce en avant-première, une forme sous-cutanée à l'hôpital d'Ocrevus qui permettra de gagner beaucoup de temps, puisque celle-ci durera environ une demi-heure, alors qu'actuellement, la perfusion dure au moins 3 ou 4 heures. Et puis, on attend, si les autorités de santé l'autorisent, on a eu des études avec un nouvel anti-CD20 qui s'appelle le Briumvi, et qui se fait aussi tous les 6 mois, mais plus rapide, en 1 heure. Mais on est en attente du remboursement, peut-être pour la fin de l'année 2024, début d'année 2025. Je vous en reparlerai lors de prochaines réunions. Une petite amélioration que je tiens à signaler, qui est là depuis 2 ans, c'est le Vumerity, qui a tendance à remplacer le Tecfidera pour les gens qui ont des problèmes au niveau digestif, avec une diminution des risques de gastrite avec le Vumerity. Donc maintenant, les nouveaux patients proposent plus souvent Vumerity que Tecfidera. C'est une petite avancée qui n'est pas majeure, mais qui peut aider les patients quand même dans leur confort de vie. Et puis un traitement qu'on a maintenant depuis 3 ans, mais qu'on utilise de plus en plus, notamment en Alsace, parce qu'il est assez intéressant, c'est le Mavenclad, dont je vous avais déjà parlé lors de précédentes conférences, qui a l'intérêt d'être un traitement séquentiel. Il se reçoit 2 fois une semaine à 1 mois d'intervalle la première année, et la même chose la deuxième année. C'est un médicament qui est censé faire un reboost de votre système immunitaire. C'est-à-dire, on remet un petit peu les pendules à zéro, comme quand vous faites un reboot sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Et l'intérêt, c'est que le système immunitaire repart un petit peu plus conforme à ce qu'on attend d'un système immunitaire qui n'a pas une maladie auto-immune. On utilise pas mal ce traitement en début de maladie, quand les patients ne sont pas très chauds pour un traitement et veulent plutôt faire quelque chose d'un petit peu léger en termes de contraintes, avec toujours le risque, bien sûr, que la maladie reparte au bout de quelques années, mais on a plutôt des données rassurantes à ce sujet. Et puis, en Alsace, on a été un peu pionnier, on l'utilise beaucoup depuis 1 an ou 2 comme traitement de sortie, c'est-à-dire de fin de maladie vers 45, 50, 55 ans, ça dépend un petit peu de l'âge auquel la maladie a commencé. Et donc, ça permet de ne plus avoir de traitement en continu. Et on l'a proposé à pas mal de patients qui avaient des traitements depuis longtemps et qui étaient stabilisés. Et on a pour l'instant de très bons résultats, mais avec un recul de 1 an ou 2 seulement. Et en revanche, ce traitement n'est pas intéressant dans les formes progressives de la maladie, qu'elles soient secondairement progressives ou progressives d'emblée. Il ne faut pas
qu'il y ait une aggravation en dehors des poussées pour proposer ce traitement qui ne marche pas bien sur la forme progressive. Alors, je voulais vous dire un mot aussi, parce qu'ils ont fait une entrée assez remarquée dans notre giron des médicaments. C'est un peu nouveau depuis 1 an maintenant, c'est les génériques et les biosimilaires. Alors, les génériques, nous avons maintenant 2 médicaments qui sont génériqués, le Gilenya et l'Aubagio. Donc, au lieu d'avoir le Gilenya, vous allez avoir Fingolimod, qui est son nom de ce qu'on appelle de dénomination commune internationale, et terriflunomide. Les premiers retours que l'on a des patients sont très bons, hein. Il y a assez peu de différence en termes de tolérance et sur l'efficacité, on n'a pas détecté de différence. Pour le Gilenya, il y a une alternative qui est maintenant disponible depuis un peu plus de 2 ans, le Ponvory, hein, qui est un équivalent du Gilenya, qui est un peu plus facile à manier, et nous, on a proposé à pas mal de patients de passer du Gilenya au Ponvory pour la commodité. Et puis, d'ici 1 an, un peu plus d'1 an, on aura donc le Tecfidera qui sera génériqué sous le mode du déméthylfumarate, mais on a aussi cette alternative du Vumerity dont je vous ai parlé. Alors, quel est l'intérêt de ces génériques? Eh ben, il est clairement financier, hein, c'est-à-dire que ces molécules sont beaucoup moins chères et elles permettent aussi de faire descendre les prix des autres médicaments, des médicaments Princeps. Et donc, par exemple, quand le Fingolimod est sorti, eh bien, le laboratoire Novartis a quand même baissé le prix du Gilenya pour essayer de ne pas être trop éloigné. Si vous refusez un générique, ce qui est votre droit, vous aurez à payer la différence, sauf si, bien sûr, on a mis en évidence qu'il y avait une moindre efficacité, ce qui m'étonnerait, mais peut-être parfois une moindre tolérance du générique, et dans ce cas-là, votre neurologue est autorisé exceptionnellement à mettre la mention CIS, contre-indication à la substitution, et dans ce cas-là, le pharmacien peut vous donner le Princeps et vous serez quand même remboursé. Et puis tout récemment, il y a 1 mois, est arrivé un peu dans la même stratégie, mais c'est un peu différent, le biosimilaire du Tysabri qui s'appelle Tiruco. Alors c'est un peu différent parce que les génériques, il suffit de montrer une équivalence pharmacologique, hein, biochimique, alors que les biosimilaires, ils font vraiment l'objet d'une étude, hein, où on a pris des patients qui étaient sous Tysabri, sous natalizumab Tysabri, et on les a mis sous Tiruco. Donc, et on a vu qu'il n'y avait pas de différence en termes d'efficacité et de tolérance. Donc, c'est pour ça que le Tiruco peut remplacer à un prix moindre le Tysabri, l'alternative étant toujours, bien sûr, le Tysabri en sous-cutané. Alors, je voudrais vous dire un mot sur les nouvelles études thérapeutiques, mais là, je fais un peu de teasing puisqu'elles sont en cours, comme je l'ai dit. Le médicament le plus avancé, c'est les inhibiteurs des tyrosine kinase de Bruton. C'est un nom très savant. C'est tous ces médicaments qui se terminent par tinib, evobrutinib, phénébrutinib, tolébrutinib et rémibrutinib. On avait eu une étude l'année dernière qui n'avait pas montré de supériorité de l'evobrutinib dans les formes par poussée par rapport à l'Aubagio, mais ce n'est pas tellement dans ce cadre-là qu'on attend ces médicaments, c'est plutôt pour les formes progressives. Et donc, c'est là que je vous disais tout à l'heure que nous allons avoir au mois de septembre les résultats de la première étude dans les formes secondairement progressives de sclérose en plaques avec le tolébrutinib, une étude où on a comparé par rapport à un placebo. Et donc, l'étude se termine et on aura la première tendance. Et puis, on aura par la suite, en 2025, cette fois-ci dans les formes progressives primaires, les résultats d'une étude toujours avec le tolébrutinib, et une autre avec le phénébrutinib. Donc ça, c'est toute la grande catégorie des inhibiteurs des tyrosine kinase de Bruton. Quel est l'intérêt de ces traitements? C'est qu'ils sont par comprimés et qu'ils peuvent passer potentiellement dans le cerveau, alors que tous les traitements qui sont par perfusion ne passent pas dans le cerveau. Ils bloquent le système immunitaire en périphérie, ne passent pas dans le cerveau. Et on pense qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent dans le cerveau indépendant de l'inflammation en périphérie dans le sang, et notamment ce qu'on appelle les lésions chroniques actives, qui sont des lésions qu'on a du mal à voir à l'IRM. C'est pour ça qu'un certain nombre de patients disent « mais moi, je ne comprends pas, je vais moins bien alors que mon IRM est stable et que je n'ai pas fait de poussée. Expliquez-moi pourquoi ?» Eh bien, c'est ces formes un petit peu progressives, secondairement progressives, et on espère, et c'est là-dedans que ça a été testé notamment dans les études dont je vous parlais à venir très prochainement, qu'il y a un effet potentiel. Alors, je passe rapidement sur 2 autres molécules, mais pour vous dire que la recherche bouge quand même beaucoup et est aux portes des commercialisations. C'est cette étude dont l'extension a été montrée récemment, il y a 2 mois, au Congrès américain, avec une nouvelle molécule qui s'appelle le frexalimab et qui était également essayée
dans les formes progressives et dans les formes par poussée. Vous voyez l'effet en rouge là qui est assez net sur les poussées. Il y a pratiquement pas de patients qui font des poussées avec ce traitement, mais je dirais un petit peu comme avec le Tysabri, le Kesimpta ou Ocrevus. Mais l'intérêt, c'est que ce traitement pourrait aussi, par son mécanisme original et innovant, avoir un effet sur la forme progressive. Et donc, nous allons débuter très prochainement l'étude à Strasbourg. Donc là, c'est quand même au moins une année d'inclusion, puis 2 années de suivi. Donc, ce n'est pas les résultats définitifs avant 2 ou 3 ans. Et puis, ça, je vous l'avais déjà montré. Ah non, pardon, je suis allé à l'envers. Et puis, des médicaments qui vont arriver un tout petit peu plus tard, mais qui là aussi pourraient avoir un effet neuroprotecteur. On a participé à la phase 2 qui se termine. Phase 2, c'est un peu pour voir les doses, mais c'est quand même sur 200 ou 300 patients. Ces inhibiteurs des RIPK1 qui sont issus de la recherche en cancérologie semblent très intéressants avec leur nom un peu compliqué et ces schémas un peu compliqués pour essayer de bloquer aussi à la fois les phénomènes inflammatoires, mais aussi les phénomènes progressifs. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire juste un tout petit détour par les greffes de cellules souches. Vous savez que c'est des choses dont tout le monde parle. Il y a les greffes les autogreffes, les greffes de votre propre cellule après une chimiothérapie, ce qu'on fait dans les cancers du sang, dans les leucémies. Celle-là, elle marche très bien, mais dans les formes très inflammatoires de la maladie, au début de la maladie. Donc ça, finalement, on fait aussi bien avec nos traitements. Et donc, c'est très rare qu'on l'utilise, même si on l'a fait chez 3 patients ici à Strasbourg. Et puis, il y a encore des recherches sur les cellules souches embryonnaires qui ne se font pas en France parce que ça n'est pas autorisé, mais qui se font dans certains pays, notamment aux États-Unis, et qui semblent prometteurs. Mais pour l'instant, on n'a eu là aussi que des phases 2. Et c'est assez compliqué pour les cellules de se différencier au sein du système nerveux. J'insiste juste pour dire qu'il faut se méfier de ce qui est vendu sur Internet avec ces greffes de moelle qui sont proposées en Israël, en Russie, un peu moins actuellement, mais à une époque, ou même parfois en Allemagne. On ne sait pas ce qui vous est injecté. On a vu pas mal de catastrophes. Ça coûte très cher, environ 40 000 €. Donc, attention à ce nomadisme qu'on observe très régulièrement. Moi, j'ai plusieurs patients qui ont été faire ces greffes et je peux vous dire très honnêtement que malheureusement, j'aurais bien aimé qu'ils aillent mieux, mais ils ne vont pas mieux, voire ils vont moins bien. Alors, juste un mot quand même sur les symptômes. On ne peut pas parler des traitements sans les traitements symptomatiques. Là, il n'y a pas eu de grande avancée, mais j'insiste quand même sur l'étude de l'Agence du médicament sur le CBD qui continue, qui doit être publiée fin 2024. On espère que le CBD sera remboursé dans les indications douleur de la sclérose en plaques. Pensez aussi à tous les traitements de support. On a de plus en plus d'études intéressantes sur la prise en charge psychologique dont vous en parlez tout à l'heure le docteur Lanotte et Béatrice. En conclusion, vous voyez qu'on a de nombreux traitements pour l'inflammation avec une amélioration année après année du confort des patients. On a actuellement un très bon contrôle de la maladie et des poussées dans la majorité des cas avec des traitements de plus en plus précoces. Je vous ai parlé du syndrome radiologique isolé des enfants. Ce qui nous manque très honnêtement, il faut aussi savoir faire son autocritique et dire où on en est et où on n'en est pas, c'est la remyélinisation. On avait eu 2 protocoles, 2 études sur des molécules remyélinisantes potentielles qui se sont arrêtées en phase 2 parce qu'il n'y a pas eu de preuve de leur efficacité et depuis, on n'a pas d'études avancées sur la remyélinisation. L'intérêt de la remyélinisation, bien sûr, il est évident, ce serait de permettre de refaire des choses pour lesquelles on est bloqué, la marche ou bouger un membre ou la vision ou des choses comme ça. Et ça, malheureusement, la remyélinisation, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est même pas tout à fait pour demain. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises. On a par exemple, nous, dans le service, on a mis en place un protocole avec la testostérone pour essayer d'améliorer les symptômes et d'améliorer la maladie en favorisant la remyélinisation, ce qu'on a démontré chez l'animal mais qu'on n'a pas encore démontré chez l'homme. Bien sûr, ce protocole avec la testostérone est limité aux hommes, mais on pourrait imaginer des extensions du concept chez la femme. Mais pour l'instant, c'est des études préliminaires. En tout cas, on cherche, ça je peux vous garantir qu'on cherche, que beaucoup de chercheurs en France et à travers le monde cherchent le médicament qui permettra de refabriquer la myéline, mais pour l'instant, malheureusement, on a fait chou blanc. Et donc, mon message, c'est finalement
d'essayer de traiter le plus tôt possible, de bloquer la maladie dans l'œuf, qu'elle soit par poussée ou progressive, de bloquer la maladie dans l'œuf. Et c'est vrai qu'on a quand même des beaux succès, puisque maintenant, ça fait 25 ans qu'on a des patients qui sont traités, mais ça fait une dizaine d'années qu'on les traite plus tôt et de façon plus intensive. Et c'est vrai que c'est agréable de voir que chez beaucoup d'entre eux, eh bien, on a un bon contrôle de la maladie et que cela reste compatible avec une vie quotidienne satisfaisante. Mais n'oubliez pas les traitements symptomatiques. Quand un symptôme est là, malheureusement, comme on ne peut pas refabriquer la myéline, eh ben, il faut penser à pallier. Et c'est un petit peu tout ce qui vous a été montré dans le premier exposé. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai été assez complet et je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour plus de nouveautés lors de notre réunion présentielle dans le Haut-Rhin au mois d'octobre. Et puis, on refera probablement ce webinaire au printemps 2025. Alors, on a quelques questions qui ont été posées. On a répondu à pas mal de questions en direct. Madame de Sèze a répondu aux questions. J'ai 3 questions pour le professeur de Sèze. Comment peut-on intégrer un protocole de recherche clinique? Alors, pour intégrer un protocole de recherche clinique, le mieux, c'est d'en parler à votre neurologue. Nous, très régulièrement, on met au courant les neurologues de ce qu'il existe et on a un très bon réseau de communication. Avec toutes les semaines, les neurologues peuvent nous soumettre des dossiers et bien sûr, chaque protocole a ses critères. Et donc, c'est compliqué pour les neurologues de connaître tous ces critères d'inclusion. Donc, le mieux, c'est vous leur dites, voilà, j'ai entendu dire qu'il y a des protocoles. Est-ce que vous pouvez demander au centre de Strasbourg? On participe quasiment à tous les principaux protocoles qui se font en France. Donc, on est le premier centre en France, faut le dire, et des fois, il faut faire un peu d'autosatisfaction. J'ai fait un peu d'autocritique tout à l'heure sur la remédiation. On peut faire cette autosatisfaction. Strasbourg est le centre en France où il y a le plus de protocoles et le plus de patients inclus. Donc, c'est l'occasion aussi de remercier tous les patients qui participent à des protocoles. L'avantage des protocoles, c'est qu'on peut avoir accès à des médicaments plus tôt que si on attend le remboursement. L'inconvénient, bien sûr, c'est que il y a souvent un groupe placebo qui n'a pas le traitement, mais il y a des garde-fous qui permettent quand même de donner le traitement si le patient s'aggrave. Alors, il y a une deuxième question qui est très intéressante et très importante. Qu'est-ce qu'on fait après 2 cycles de Mavenclad? Alors, c'est une très bonne question. On a des données maintenant à 10 ans où on voit qu'à peu près 50% des patients n'ont pas besoin d'un autre traitement parce qu'on a réussi ce reboost du système immunitaire. C'est ce qui en fait un traitement très séduisant. Alors, il y a quand même 50% des patients qui, eux, n'arrivent pas à 10 ans, ont besoin d'un autre traitement. Alors, il y a plusieurs possibilités. Si le patient rechute au-delà de 3 ans, on a tendance à refaire un cycle. On peut refaire du Mavenclad. Ce n'est pas juste une fois dans sa vie. Donc, on n'y est pas encore puisqu'en France, on l'a que depuis 3 ans, mais on peut envisager de refaire un cycle en Belgique ou en Allemagne où ils l'ont depuis 5 ou 6 ans. Ils ont déjà fait des cycles 3 et des cycles 4. L'autre possibilité, bien sûr, c'est de prendre un autre traitement, quel qu'il soit, et de considérer qu'on aura gagné le temps qui amènera jusqu'à ce nouveau traitement, temps pendant lequel on n'aura pas en continu un traitement. Et puis là, on teste, comme je l'ai dit tout à l'heure, le traitement de sortie, donc à la fin, et là, on espère qu'il n'y aura plus besoin de faire de traitement, mais là, je vous donne rendez-vous dans 5 ou 6 ans, parce que pour l'instant, on a tout juste commencé depuis un peu plus d'1 an ce traitement de fin de traitement vers 50, 55 ans, ça dépend aussi un petit peu de l'ancienneté de la maladie. Alors justement, il y a un patient qui pose la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire fin de maladie. Alors lui, il met la barre à 45 ans. Donc, qu'est-ce que tu réponds? Alors, je pense qu'il n'y a pas que l'âge civil, parce qu'on a des patients qui commencent leur maladie à 40 ou 45 ans. Donc, on ne va pas parler de fin de maladie à 45 ans. Vous avez des gens qui commencent en pédiatrie, donc à 45 ans, ils ont déjà 30 ans de maladie derrière eux. Je crois que le principe, c'est qu'on sait qu'avec l'âge, le système immunitaire est moins agressif. Donc souvent, il y a moins de poussées. On le sait, même dans les études des patients qui n'avaient jamais reçu de traitement avant les années 2000, eh bien, on voit qu'à peu près tous les 10 ans, votre risque de poussée diminue de moitié, ce qui est pas mal. Là où le risque va être de 1 poussée par an en début de maladie entre 20 et 30 ans, il va être de 0,5 entre 30 et 40 ans, etc., jusqu'à être de l'ordre de 10, 5% peut-être après 60 ans. Donc, on doit tenir compte de ça et
proposer éventuellement, en fonction de l'ancienneté, d'arrêter les traitements. Alors, les arrêter brutalement, il semble quand même que ce soit un peu risqué, notamment avec les traitements les plus puissants comme le Tysabri ou le Kesimpta ou le Crevus, mais même avec Gilenya ou Ponvory, on n'aime pas trop arrêter brutalement. C'est pour ça qu'on propose soit de donner un autre traitement plus léger ou même le Mavinclad et puis après d'arrêter. Mais c'est vrai qu'on se pose aussi la question, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de progression, que la maladie progresse indépendamment des poussées une fois qu'on a arrêté le traitement? Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de données. On a l'impression qu'avec l'âge, le risque aussi de progression diminue. C'est-à-dire que si après 55-60 ans, vous n'avez pas de forme progressive, peut-être le pari est gagné, mais on n'en est pas encore complètement certain. On a l'impression qu'il y a moins de progression de la maladie après 60-65 ans. Mais après, chaque cas est différent, donc il faut en parler avec votre neurologue. Je ne peux pas vous donner, ce n'est pas comme la retraite. Il n'y a pas une limite d'âge où on peut vous dire que vous aurez toutes vos annuités de sclérose en plaques et vous serez tranquille. Vous n'aurez plus d'ennui avec la maladie. Mais c'est vrai qu'on a maintenant des données de plus en plus de patients qui vieillissent avec leur maladie, qui vieillissent bien parce que nos traitements sont meilleurs et surtout qui vieillissent exposés avec leur traitement depuis 20 ans, 25 ans. Moi, j'ai des patients de 65, 70 ans qui sont très accrochés à leur traitement parce que ça s'est bien passé et qui sont un peu réticents à arrêter. Donc, c'est pour ça qu'il faut les accompagner et discuter du rapport bénéfice-risque du traitement par rapport à une exposition quand on est plus âgé à des traitements qui modifient quand même un petit peu le système immunitaire. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je crois qu'on a un petit peu dépassé l'heure. Enfin, merci d'avoir été fidèle. Merci pour toutes les questions que vous nous posez, qui nous permettent, nous aussi, d'avancer, de mieux comprendre comment vous vivez avec la maladie et donc de mieux vous accompagner. Alors, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en début de webinaire, il y a une réunion grand public qui est prévue en présentiel à Münzenheim le 5 octobre. On en fera l'annonce. Vous recevrez des mails si vous acceptez de recevoir les mails d'Alzacep, et on en fera l'annonce sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site où vous avez une mine de renseignements sur tout ce qu'on a pu vous dire aujourd'hui et bien d'autres choses encore. Et là, Marine nous met l'affiche de la journée Equicep qui se déroulera le 5 juillet prochain de 14h à 17h pour toutes les personnes qui souhaitent venir, mais c'est près de Strasbourg, à Wolfisheim, équitation adaptée pour tous, sur les chevaux, sur les charrettes, il y en a pour tout le monde. Merci pour votre fidélité et on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire ou durant nos consultations aussi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonne soirée, à bientôt.